Un autre thème qui sera développé au cours de cette année est la coopération dans le secteur financier et la facilitation des paiements en monnaie nationale. Il est très important pour les BRICS de ne pas simplement attendre que le reste du monde commence enfin à comprendre ce que sont les BRICS. Je pense qu'il devrait y avoir un effort proactif de la part des BRICS pour réellement déployer leur soft power, qui est bien sûr considérable à l'échelle mondiale et pour véritablement s'ouvrir à l'ensemble de l'économie mondiale. Une ouverture qui montrerait réellement, tant aux économies en développement qu'aux économies développées, certains des avantages substantiels que les BRICS en tant que bloc pourraient apporter. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'accueillir à nouveau Jaroslav Lisovolik, un économiste de renom et le principal expert sur les BRICS. Jaroslav est le fondateur d'une excellente ressource, brics-analytics.org. C'est une lecture incontournable pour tous ceux qui recherchent des analyses détaillées et des actualités sur l'alliance des BRICS. Comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, BRICS Plus Analytics est ma référence pour tout ce qui concerne les BRICS. C'est vraiment une ressource exceptionnelle. Je mettrai le lien ci-dessous. Jaroslav, bienvenue à nouveau. Je suis très heureux de te revoir. Merci beaucoup, Lena. C'est un plaisir de retour. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Et c'est une période très enthousiasmante, donc je suis ravie que vous ayez trouvé le temps de vous joindre à nous. Début juillet, le Brésil accueille le sommet annuel des BRICS. Et bien sûr, c'est un événement très attendu. Cette année, il se passe beaucoup de choses, avec les tensions commerciales, les conflits militaires et de nouvelles escalades. Le Sud global fait face à de nombreuses opportunités, mais aussi à de nombreux défis. Et tout cela se produit en même temps. Pourriez-vous nous parler de la présidence brésilienne cette année et de la manière dont le Brésil s'efforce de mobiliser efficacement les pays d'Amérique latine pour participer aux activités des BRICS? Eh bien, tout d'abord, je pense que le bloc des BRICS a beaucoup de chance d'avoir le Brésil à sa présidence en ces moments décisifs pour l'économie mondiale. Parce qu'en réalité, on voit de la part du Brésil un effort très énergique pour revitaliser le bloc des BRICS et vraiment renforcer son empreinte, sa présence, non seulement à l'échelle mondiale, mais aussi dans l'espace latino-américain. Et je pense qu'il est également très important de noter que le Brésil a présidé le G20 au cours de l'année précédente. Il préside la COP, qui est essentiellement le plus grand forum environnemental au monde. Ainsi, le Brésil se trouve donc dans une position unique pour établir des passerelles et développer la connectivité entre le bloc des BRICS et ses forums mondiaux, le G20 et la COP. Je pense que les thèmes clés pour le Brésil seront la durabilité. Et la durabilité a été le thème central de l'administration de Lula au cours des dernières années. Je pense que le multilatéralisme, en tant que thème principal de la politique économique extérieure du Brésil, se manifeste clairement au cours de cette année. Personnellement, en tant qu'expert, je constate une démarche très marquée et étendue du Brésil vers la société civile et la communauté d'experts, afin d'obtenir des compétences et d'entendre les voix de l'ensemble du Sud global sur les priorités que les BRICS pourraient suivre pendant la présidence brésilienne. Je pense qu'un autre thème qui va être développé au cours de cette année concerne le secteur financier, la coopération et la facilitation des paiements en monnaie nationale. Le fait que Dilma Rousseff, une Brésilienne, soit à la tête de la nouvelle banque de développement des BRICS rend également cette voie particulièrement importante pour les BRICS cette année. Et puis bien sûr, il y a le format BRICS+. Le format BRICS+ va connaître sa 4e itération cette année, donc 4 d'affilée.
Enfin, on constate que ce format semble prendre une place un peu plus permanente dans la vie des BRICS. Juste pour vous rappeler, le format BRICS Plus a été lancé par la Chine en 2017. Il a ensuite été poursuivi par l'Afrique du Sud en 2018, mais a été abandonné par l'administration Bolsonaro en 2019. Et il n'y a donc pas eu de BRICS Plus pendant les 3 années suivantes, en gros. Ce n'est que lorsque la présidence est revenue à la Chine en 2022 que le format BRICS Plus a été relancé avec un nouvel élan et dans un format élargi. Depuis, nous avons assisté à une expansion et à un BRICS beaucoup plus extraverti, comparé à un BRICS auparavant plus, introverti et plus inerte. Ainsi, ce format BRICS Plus est essentiellement la plateforme que le Brésil va utiliser pour rapprocher certains partenaires sud-américains de la région du bloc. Nous avons déjà entendu dire que les dirigeants de certains pays sud-américains sont invités au sommet BRICS Plus au milieu de cette année au Brésil. Donc voici le Chili, voici la Colombie, voici l'Uruguay, voici le Mexique, si je me souviens bien. Et je pense qu'il y aura aussi des pays en dehors de l'espace latino-américain. Et je pense que certains pays de l'ASEAN sont également susceptibles de participer. Donc essentiellement, ce format BRICS Plus est l'un des principaux moyens, l'un des instruments clés par lesquels le Brésil s'engage davantage avec les partenaires sud-américains, latino-américains, au sein du cadre BRICS Plus, au sein du bloc des BRICS. Et puis, il y a bien sûr une autre voie qui est la NDB, la nouvelle banque de développement. Et il y a des discussions avec certains pays d'Amérique latine concernant leur adhésion à la banque. C'est une autre voie utilisée par le Brésil pour rapprocher certains pays sud-américains des BRICS. C'est vraiment fascinant, car je pense que vous venez de mentionner des pays rejoignant la nouvelle banque de développement. Et comme nous le savons, des liens économiques plus forts posent en quelque sorte les bases d'une coopération plus large et de relations plus étroites dans d'autres domaines. Je tiens donc à le rappeler à nos téléspectateurs. Ne sous-estimez pas l'importance d'apprendre que des pays deviennent membres de la nouvelle banque de développement ou de la banque des BRICS. En d'autres termes, ne négligez pas cela, car c'est une excellente opportunité pour eux de renforcer leurs liens et de s'aligner encore davantage au-delà de la coopération économique. Donc les BRICS sont clairement en pleine expansion et le bloc représente désormais 40% du PIB mondial et 25% du commerce international. Ce sont les statistiques les plus récentes, d'après ce que je comprends. La majorité de la population mondiale vit dans les pays des BRICS. Je sais que tout le monde se demande, à l'approche du sommet, si de nouveaux membres pourraient être admis dans le bloc lors de l'événement au Brésil en juillet, ou si certains États partenaires sont sur le point de gravir les échelons pour devenir membres. Quelles sont les chances d'une expansion cette année, que ce soit par l'adhésion de nouveaux membres ou par l'élargissement du cercle des partenaires? Comme tu le soulignes à juste titre, Lena, il y a effectivement plusieurs axes d'élargissement ici. L'un d'eux est bien sûr l'élargissement du noyau. Je pense que c'est le scénario le moins probable en termes d'élargissement du BRICS cette année. Nous avons déjà entendu l'an dernier la Russie et cette année le Brésil dire qu'il existe clairement des limites à court terme à la progression de cet élargissement du noyau. Il y a encore des invitations en attente pour des pays comme l'Argentine par exemple, mais je pense que cela reste peu probable à très court terme. Je pense donc que l'accent est désormais mis, comme nous l'entendons de la part des responsables des BRICS, sur la nécessité de consacrer davantage d'attention à l'intégration effective et à l'inclusion des nouveaux membres des BRICS, en veillant à ce qu'ils participent à tous les principaux formats, forums
et programmes des BRICS. Et cela demande du temps. Je pense donc que c'est la bonne approche. Par ailleurs, sur certains des thèmes clés du développement des BRICS, il est important de prendre le temps, avec les membres actuels, de développer un consensus et une vision pour l'avenir. Je pense donc qu'il est plus probable que nous assistions à une certaine expansion en ce qui concerne la ceinture de partenariat. Et là aussi, il y a encore des invitations en attente pour certains pays, comme par exemple le Vietnam. Nous avons vu que le Vietnam a été un participant actif aux réunions BRICS Plus par le passé. À mon avis, ce serait un ajout formidable pour les BRICS. C'est l'une des économies les plus dynamiques au monde et très prometteuse. De nombreux économistes considèrent le Vietnam comme l'un des pays émergents, pour ainsi dire, l'un des pays qui pourrait enregistrer les taux de croissance les plus élevés au monde dans les années à venir. Donc il y a encore des choses qui pourraient se produire. Mais évidemment, ce ne sera pas le grand bouleversement que nous avons connu ces dernières années. Et puis bien sûr, comme nous en avons discuté récemment, il y a aussi la voie de la NDB, n'est-ce pas? On peut également considérer l'élargissement du nombre de membres de la nouvelle banque de développement comme une sorte de version plus large, on pourrait dire plus souple, de l'expansion du format BRICS+. Et c'est ce que j'appellerais une approche plus pragmatique en matière d'élargissement des BRICS. Et à ce sujet, déjà cette année, nous avons eu des ajouts importants. L'une des plus grandes économies d'Afrique, l'Algérie, rejoint la nouvelle banque de développement. Des discussions ont également été lancées par la NDB avec la Colombie, encore une fois, l'une des plus grandes économies d'Amérique du Sud. Et toutes ces nouvelles adhésions à la NDB sont très enthousiasmantes, je dirais, car elles représentent potentiellement une source de projets de connectivité dans leurs régions respectives, que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique, qui pourraient véritablement transformer la carte de la connectivité dans ces zones. En ce qui concerne la Colombie, l'une des propositions venant du pays est de relier les côtes atlantiques et pacifiques par des projets de connectivité, offrant ainsi des itinéraires de transport alternatifs au canal de Panama. Et bien sûr, des discussions similaires ont lieu ailleurs sous d'autres formats, en Amérique du Sud, avec la participation du Brésil et d'autres économies de la région. Et c'est quelque chose que je considère comme étant uniquement bénéfique, car cela offre plus d'alternatives, plus d'options de connectivité à l'économie mondiale, aux régions du Sud global. Et bien sûr, c'est aussi un paradigme très important en ce qui concerne le développement futur de la nouvelle banque de développement, dans la mesure où les pays qui rejoignent la nouvelle banque de développement sont les partenaires régionaux des pays membres fondateurs. Ce type de paradigme, où des partenaires régionaux rejoignent la nouvelle banque de développement, élargit évidemment le champ des projets de connectivité entre les membres de la NBD. Un autre pays que je devrais mentionner ici est l'Uruguay, une autre économie sud-américaine qui a discuté de son adhésion à la NBD au cours de cette année. Si cela est ratifié par le Parlement, il pourrait également rejoindre la banque. Yaroslav, j'aimerais vraiment me concentrer sur l'Amérique du Sud. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant. Dans votre article publié sur BRICS Plus Analytics, vous avez souligné qu'il faudrait accorder une plus grande priorité à l'admission de nouveaux membres venant d'Amérique du Sud. Et c'est un sujet très intéressant car, évidemment, les États-Unis considèrent cette partie du monde comme leur arrière-cour. Je pense donc que cela a des implications très intéressantes, tant sur le plan économique que bien sûr politique. Pourriez-vous développer ce point et expliquer pourquoi c'est le cas
pourquoi les BRICS devraient effectivement se concentrer sur l'admission de nouveaux membres d'Amérique du Sud. Oui, eh bien, je pense que l'élargissement de l'adhésion aux BRICS s'est fait, vous savez, par vagues, on pourrait dire. Et dans ce processus, il y a eu un certain déséquilibre entre les principales régions du Sud global au sein même des BRICS. Déjà, au premier stade, quand il s'agissait que des BRICS, il n'y avait que 5 économies. Le Brésil était le seul représentant du bloc BRICS en Amérique du Sud. Et il était alors essentiellement sous-représenté, car il y avait en même temps 3 géants eurasiens dans ce bloc. Depuis, ce type de déséquilibre a persisté, et on a constaté une augmentation significative du nombre de membres eurasiens dans le bloc des BRICS. Mais dans le même temps, le Brésil reste le seul membre du noyau des BRICS issu d'Amérique du Sud. Heureusement, il y a eu la création de la ceinture de partenariat, et parallèlement à cette création, la Bolivie et Cuba d'Amérique latine ont rejoint la famille BRICS+, pour ainsi dire. Cela a donc, dans une certaine mesure, renforcé l'inclusivité de la plateforme BRICS+, vis-à-vis de l'Amérique du Sud. Mais je pense qu'il subsiste, si l'on considère les 3 principales régions du Sud global, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, une sous-représentation perceptible de l'Amérique latine, que ce soit dans la ceinture de partenariat ou au sein du noyau des BRICS. À mon avis, le schéma d'expansion idéal serait une expansion équilibrée entre les principales régions du Sud global, de sorte que les prochaines vagues, si elles ont lieu, incluent des membres de chacune des 3 régions du Sud global. Mais pour atteindre cet équilibre, je pense qu'il faut un peu plus de représentation à court terme venant d'Amérique du Sud. Et il y a selon moi une certaine marge pour que cela se produise, notamment dans la ceinture de partenariat, étant donné la sorte de pause que nous observons en ce qui concerne l'expansion principale. Donc, je pense qu'il y a cette question de l'équilibre de la composition entre les 3 grandes régions du Sud global. Et si cet équilibre est atteint, je pense qu'il y aura alors beaucoup plus de possibilités pour que les décisions et le consensus atteints par les BRICS soient véritablement représentatifs de toutes les grandes régions du Sud global. Au cours des précédentes vagues d'élargissement, nous avons constaté qu'il y avait des débats parmi les économies des BRICS sur les pays qui devaient rejoindre, sur le fait que les critères devaient reposer sur la taille de l'économie, l'importance dans la région, etc. De nombreux facteurs ont été pris en compte, mais l'un des éléments qui a certainement été mis en avant dans ces discussions était l'équilibre régional, la représentation régionale. Et je pense que ce critère, ce facteur, devrait de plus en plus devenir le point central pour les prochaines vagues d'élargissement des BRICS à l'avenir. Prévoyez-vous une opposition par des États-Unis alors que les BRICS s'étendent en Amérique latine? Eh bien, je pense que nous avons déjà vu des réactions négatives et nous avons entendu des discours concernant certains projets des BRICS, comme la monnaie commune des BRICS, etc. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose que les BRICS pourraient faire à cet égard, à savoir ne pas simplement attendre que les États-Unis changent magiquement d'approche et de position vis-à-vis des BRICS, mais peut-être même adopter une démarche proactive en s'adressant aux États-Unis concernant d'éventuels domaines d'intérêt commun. Des discussions dans les forums économiques mondiaux où les pays des BRICS pourraient coopérer, que ce soit au sein du G20 ou d'autres plateformes, avec les États-Unis sur certaines des questions qui les préoccupent. Certaines des questions économiques, par exemple, s'il s'agit du commerce, et si les États-Unis sont actuellement préoccupés par la balance commerciale,
Alors pourquoi ne pas organiser des discussions entre certaines des plus grandes économies du Sud global et les États-Unis? Trouver des solutions, peut-être au sein de forums mondiaux comme l'OMC, et les BRICS pourraient constituer leur propre bloc au sein de cette organisation mondiale. Peut-être dans d'autres formats également, mais je pense qu'il est très important que les BRICS ne se contentent pas d'attendre que le reste du monde commence enfin à comprendre ce que sont les BRICS. Je pense qu'il devrait y avoir un effort proactif de la part des BRICS pour vraiment déployer leur soft power, qui est bien sûr considérable à l'échelle mondiale, et pour véritablement s'ouvrir à l'ensemble de l'économie mondiale. Une ouverture qui montrerait réellement, tant aux économies en développement qu'aux économies développées, certains des avantages substantiels que les BRICS, en tant que bloc, pourraient apporter. Si les BRICS visent à renforcer la coopération économique Sud-Sud, pour certaines économies d'Europe ou des États-Unis qui s'inquiètent des flux commerciaux excessifs, notamment des exportations en provenance de la Chine ou d'autres régions du Sud global, ou qui redoutent des investissements stratégiques venant du Sud global dans leurs propres économies, alors la coopération Sud-Sud permet de détourner une grande partie de cette pression du Nord global. Je pense donc qu'il existe, à mon avis, des domaines potentiels de compréhension ou d'intérêt mutuel qui pourraient au moins être explorés. Jusqu'à présent, d'après ce que je constate, ces thèmes ont à peine été abordés, quel que soit le format. J'aime beaucoup ce que tu as mentionné, Yaroslav, car tu mets vraiment en avant l'opportunité de coopérer, n'est-ce pas? Et cela touche au cœur même de ce que représentent les BRICS. Les BRICS souhaitent une coopération plus large, l'inclusivité, ainsi qu'un moyen de se développer économiquement, ce qui bien sûr aidera les marchés émergents à améliorer leur niveau de vie, à améliorer leur mode de vie en général, et aussi à créer des opportunités de partenariat pour grandir ensemble, et non pas simplement permettre à une nation ou à un petit groupe de nations d'exploiter effectivement de nombreux autres pays autour d'eux. Ce qui est intéressant, c'est que l'autre jour, j'ai mis en ligne une vidéo sur la Bolivie et les BRICS, et j'ai été vraiment fascinée par ce développement, car la Bolivie se trouve en Amérique du Sud, donc bien sûr, sa proximité avec les États-Unis, c'est pour etc. Et l'un des commentaires disait, eh bien, c'est très anti-américain de soutenir les économies émergentes. Et cela m'a vraiment fait rire, car comment peut-on considérer comme anti-américain le fait de vouloir que les pays en développement, que les économies émergentes, coopèrent et travaillent ensemble. Et vous venez justement de souligner que les BRICS ne devraient pas attendre que le monde découvre ce qu'est le groupe et quelles sont ses véritables intentions. Les BRICS devraient vraiment élargir leur portée et s'efforcer d'améliorer leur communication pour montrer qu'il existe une voie de coopération. Nous n'avons pas besoin de diviser le monde entre nous et eux. Il existe une très bonne solution. Les BRICS sont cet outil, ce pont qui pourrait servir à unir le monde plutôt qu'à le diviser. Et il y a toujours cette possibilité de coopérer économiquement, sans chercher à changer l'idéologie ou la structure politique de ses partenaires. Exactement. Et je pense que les BRICS ne concerneront probablement pas au final uniquement le Sud global. Il s'agira de l'ensemble de l'économie mondiale, dans la mesure où les BRICS et les BRICS+, pourraient servir de plateforme pour un effort de mondialisation revitalisé, plus durable, plus équitable et plus participatif, si l'on veut, avec le Sud global jouant un rôle plus important dans ce processus. Je pense également que l'ouverture et l'effort de mondialisation devraient être dirigés et coordonnés avec les institutions mondiales, qu'il s'agisse de l'OMC ou même peut-être des institutions de Bretton Woods. Bien sûr, cela nécessiterait une représentation un peu plus équilibrée du Sud global,
au sein des institutions de Bretton Woods. Mais il est certain qu'un dialogue est nécessaire. L'une des propositions que j'avais auparavant n'était pas seulement le format BRICS+, qui remonte à 2017, mais aussi le format BRICS++, qui, selon moi, représentait une ouverture plus globale des BRICS, incluant également les institutions de développement, avec la participation des économies développées. Et peut-être même, dans certains formats possibles à l'avenir, avec la participation des économies développées dans certains cadres économiques liés au développement, et peut-être au financement de la durabilité, ou à d'autres axes de développement importants à l'échelle mondiale. Tout le monde parle des droits de douane cette année. Bien sûr, les droits de douane sont le sujet brûlant et ils ont touché de nombreux pays, y compris les États-Unis et l'UPMLL. Ces politiques extrêmes sont peut-être ce mal nécessaire, comme vous l'avez souligné la dernière fois que nous avons parlé, qui pousse enfin les BRICS à élaborer des mesures concrètes pour créer des systèmes de règlement alternatifs et à vraiment se concentrer sur les liens régionaux et locaux, plutôt que d'attendre que les États-Unis ou un autre acteur fassent une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Cela les pousse en quelque sorte à s'aligner et à être plus actifs, plus affirmés. Les membres des BRICS travaillent-ils ensemble cette année pour relever les défis liés au nouveau régime tarifaire? Et si oui, quel est le plan? Eh bien, je pense que nous commençons enfin à voir un changement dans la manière dont les BRICS réagissent essentiellement au protectionnisme occidental, et dans ce cas particulier, à la grande vague de protectionnisme américain. Nous commençons à observer un effort plus coordonné. Enfin, car auparavant, cela se limitait vraiment à un format plus bilatéral, si l'on veut, entre certaines économies des BRICS et les économies occidentales respectives. Désormais, nous voyons apparaître des déclarations issues des réunions des BRICS, selon lesquelles il devrait y avoir une réponse coordonnée des BRICS face à cette vague de protectionnisme occidental. Alors, quels sont les formats possibles? Quelles sont les approches envisageables? Eh bien, l'une de celles dont BRICS Plus Analytics parle depuis un certain temps et qui commence enfin à se concrétiser, c'est une plus grande coordination des BRICS et des BRICS Plus au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. En 2012, la Russie est devenue membre de l'OMC. À l'époque, c'était essentiellement la dernière économie des BRICS à rejoindre l'OMC. Il y avait donc en conséquence la possibilité pour les économies des BRICS de créer une plateforme de coopération au sein de l'OMC, au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Au sein de l'Organisation mondiale du commerce, il existe ce que l'on appelle des groupes de négociation, essentiellement des blocs, qu'ils soient régionaux ou thématiques, composés de membres de l'OMC, qui unissent leurs forces pour s'assurer de pouvoir avancer sur certains des thèmes clés de l'agenda commercial. Et enfin, on commence à voir une meilleure coordination entre les économies des BRICS à l'OMC. Jusqu'à présent, ces discussions, à mon avis, s'arrêtent avant certains des projets dont je rêve vraiment, que j'espère vraiment voir, comme cette plateforme de libéralisation du commerce et une plus grande ouverture commerciale entre les économies des BRICS, ainsi entre les blocs commerciaux régionaux des BRICS. Ce serait, je pense, une véritable révolution, si l'on veut, dans la manière dont la mondialisation évoluera à l'avenir dans l'économie mondiale. Essentiellement, chaque économie des BRICS, que ce soit il y a 10 ans ou même aujourd'hui, est un centre dans sa région respective et une économie très importante dans son bloc économique et commercial régional. Ce que l'on pourrait donc envisager, c'est une coordination, une discussion entre ces blocs d'intégration régionale sur les voies possibles vers une libéralisation mutuelle du commerce, vers une ouverture commerciale réciproque. Il n'est pas nécessaire que cela soit une libéralisation totale et immédiate du commerce.
Cela peut être progressif. Cela peut être conçu de manière à ce que ce soit tolérable, à ce que cela ne soit pas douloureux pour aucune des économies concernées. Et il existe un potentiel considérable pour cette libéralisation commerciale, car les droits de douane dans de nombreuses économies des BRICS restent relativement élevés. Parallèlement, l'effet économique de cette libéralisation commerciale entre les économies des BRICS sur une base sud-sud serait assez important, car la plupart de ces économies connaissent une croissance rapide. Ce sont certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde, donc cela a du sens. Et c'est l'un des fruits les plus faciles à cueillir que je vois pour les BRICS à court terme, dans les années à venir. Politiquement, il ne sera peut-être pas facile d'imposer ce type de paradigme, mais en même temps, je pense que les avantages économiques, non seulement pour les économies des BRICS, mais aussi pour l'économie mondiale, en termes d'impulsion majeure en faveur de l'ouverture commerciale, qui contrecarre la vague de protectionnisme que nous observons en Occident, constituerait un signal très important pour l'économie mondiale, pour la société mondiale, pour les marchés financiers, pour tout. Je pense donc que c'est une voie très importante, le potentiel si vous voulez, que les BRICS peuvent et doivent développer s'ils veulent vraiment faire la différence en matière d'architecture économique mondiale et de développement économique mondial. Vous avez évoqué l'architecture économique mondiale et le développement. Je sais que l'un des objectifs du bloc des BRICS est de restructurer certaines organisations internationales, dont l'Organisation mondiale du commerce. Pourriez-vous nous expliquer comment les BRICS souhaitent voir évoluer l'OMC et peut-être évoquer les défis ou les griefs que les économies émergentes ont à l'égard de la structure actuelle de l'OMC? Eh bien, le principal grief qui me semble évident, c'est qu'il faut une organisation mondiale efficace, capable de contrer le protectionnisme et les sanctions qui deviennent omniprésents dans l'économie mondiale. Le protectionnisme et les sanctions sont en train de devenir presque une routine quotidienne, et une organisation mondiale, comme l'OMC, doit avoir la capacité et le pouvoir juridique de mettre des limites à ce type d'évolution dans l'économie mondiale à l'avenir. Voilà donc le premier thème. Jusqu'à présent, bien sûr, on constate que cela ne fonctionne pas au sein de l'Organisation mondiale du commerce. À cela s'ajoute le fait que le mécanisme juridique, l'organe de règlement des différends de l'OMC, qui était essentiellement ce qui rendait l'OMC encore pertinente dans un passé relativement récent, malgré son incapacité à lancer de nouveaux cycles de négociations commerciales, a cessé de fonctionner, parce que les États-Unis ont en fait bloqué la poursuite du fonctionnement de ce mécanisme juridique très important de l'OMC. En gros, la plupart des plans de réforme de l'OMC que j'ai vus, y compris ceux discutés dans l'ensemble du Sud global, prévoient de réformer ce mécanisme juridique pour le rendre à nouveau opérationnel, afin que cette organisation mondiale ait la capacité de réellement régler les différends. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de différends, de plus en plus, et pourtant l'Organisation mondiale n'est pas capable de les gérer correctement. Et puis bien sûr, il y a le lancement de nouveaux cycles de négociations commerciales. Nous n'avons pas vu de cycles commerciaux au cours des dernières décennies, et ces cycles doivent être lancés de manière à garantir une participation et une prise en compte adéquate des économies du Sud global. C'est évidemment quelque chose qui est désormais plus possible, je pense, compte tenu du rééquilibrage du pouvoir économique dans l'économie mondiale, et du fait qu'on peut clairement voir que le Sud global est désormais en position de défendre l'ouverture des marchés et la libéralisation des échanges, contrairement à de nombreuses économies développées.
Je pense donc que le thème d'une prise de décision plus égalitaire et essentiellement la capacité du Sud global à faire avancer son agenda de développement durable en cohérence avec le libre-échange inclut de nouveaux cycles de négociations commerciales qui tiennent compte des besoins des économies en développement, y compris les moins avancées. Et bien sûr, un autre thème est que cette organisation commerciale, cette organisation mondiale, doit être véritablement inclusive. Il y a encore des dizaines d'économies qui attendent à la porte, qui ne sont toujours pas membres de l'OMC. Et la plupart de ces économies sont précisément celles qui ont le plus besoin de l'adhésion à l'OMC, parce qu'elles sont enclavées. Beaucoup d'entre eux sont des économies enclavées qui ne disposent pas de suffisamment de portes d'accès aux marchés mondiaux, à l'économie mondiale. Ils pourraient donc compter sur l'OMC pour obtenir une aide accrue afin d'accéder à ces marchés en raison de leurs limitations géographiques. Il est vraiment surprenant de constater qu'actuellement, la plupart des économies qui sont observateurs et qui attendent d'adhérer à l'Organisation mondiale du commerce sont précisément des économies enclavées. Certaines des plus grandes économies enclavées qui bénéficieraient grandement de l'adhésion à l'OMC. Ainsi, une plus grande inclusivité de l'OMC est bien sûr un autre point à l'ordre du jour du Sud global en ce qui concerne la réforme de l'OMC. Lula da Silva, le président du Brésil, a déclaré qu'à l'occasion du prochain sommet des 6 et 7 juillet, le bloc envisageait d'adopter la première déclaration mondiale sur la gouvernance de l'IA. J'ai trouvé cela très enthousiasmant, car il s'agit d'une évolution nouvelle, et tout semble désormais lié ou fondé sur les capacités de l'IA. L'IA est désormais au premier plan, et c'est une nouvelle voie pour la coopération Sud-Sud. Pourriez-vous discuter l'implication d'une collaboration du bloc des BRICS dans nos mentoring légaux? Je pense que c'est une évolution très enthousiasmante qui montre également que le Sud global est prêt à prendre la tête de certains des grands thèmes mondiaux, y compris l'IA. Il ne s'agit pas seulement de l'IA développée par telle ou telle entreprise. Il s'agit de la société mondiale. Il s'agit du développement mondial. Je pense que cela place les BRICS dans une position leur permettant de faire progresser davantage ce thème d'une coopération accrue, d'une coopération internationale renforcée sur l'IA au sein des principaux forums et organisations internationales. Je pense que nous pourrions voir la poursuite de telles initiatives concernant l'IA dans des forums comme le G20, etc. C'est un sujet qui, j'en suis sûr, sera davantage développé par les futurs présidents, y compris l'Inde, qui prendra la relève l'année prochaine. Un autre thème est, à mon avis, qu'il est très important que certains de ces aspects de l'IA soient intégrés à l'ordre du jour de la coopération économique et commerciale entre les économies des BRICS et des BRICS+, non seulement en termes de normes, mais aussi en ce qui concerne certaines des nouvelles plateformes et des nouveaux formats d'accords économiques, comme par exemple les accords économiques numériques portés par Singapour et développés dans toute la région d'Asie du Sud-Est. Ceci pourrait constituer un modèle pour les économies des BRICS, pour la coopération Sud-Sud et peut-être même à une échelle plus globale. Nous avons parlé de l'OMC. C'est l'une des pistes qui pourrait également être explorée au sein de l'OMC. Je pense donc qu'il existe de nombreuses portes d'entrée potentielles pour développer cela. Mais le fait que les BRICS soient essentiellement parmi les premiers à lancer cette initiative en matière de coopération mondiale sur l'IA est à mon avis très important et très prometteur, notamment en ce qui concerne le rôle croissant et la visibilité accrue des BRICS sur certains des thèmes clés de la coopération économique internationale.
Et peut-être la dernière question pour aujourd'hui. L'une des priorités du Brésil cette année est l'architecture de la paix et de la sécurité. Et bien sûr, la sécurité nationale et la sécurité humaine, comme la sécurité alimentaire par exemple, vont de pair avec le développement économique. Donc, tout est en quelque sorte lié et il semble que la boucle soit bouclée d'une certaine manière. Avec de multiples conflits qui se déroulent simultanément à travers le monde, le Sud global est devenu, à mon avis, une véritable force de contrepoids face à l'environnement et à la rhétorique silencieusement belliqueuse qui prévale en Occident. Le Sud global souligne à plusieurs reprises l'importance du dialogue, de la coopération et de la diplomatie. Et vous venez vous-même de dire qu'il existe une manière pour les BRICS de dire « Vous savez quoi? Nous pouvons tous coopérer. Nous ne sommes pas obligés de retomber dans nos anciennes habitudes, ces standards néocoloniaux qui ne fonctionnent plus. » Alors, Yaroslav, diriez-vous qu'il est juste d'affirmer que les BRICS que nous voyons en 2025, nous voyons le bloc des BRICS commencer à s'aligner ou à réfléchir d'une manière non seulement économique, mais aussi politique, et à explorer des voies au-delà de la coopération économique pour renforcer leur partenariat? Eh bien, je pense que c'est inévitable. Je serais d'accord avec vous pour dire que c'est effectivement quelque chose que nous constatons. Et je pense que la façon dont cela va probablement évoluer, c'est que plus les BRICS deviendront pertinents dans l'économie mondiale, plus le poids du bloc des BRICS dans l'économie mondiale sera important. Plus la marge de manœuvre des BRICS et des BRICS Plus pour avoir un impact sur la politique mondiale et la géopolitique sera grande, en particulier en ce qui concerne la résolution des différends et la recherche de consensus sur certaines des grandes questions mondiales dans les forums internationaux. Je pense que pour que cela se produise, il est également important que les BRICS commencent à exploiter certains potentiels qui n'ont pas encore été pleinement utilisés. Encore une fois, je parle des blocs d'intégration régionale et des organisations régionales du Sud global. Car ce que nous avons observé au cours des dernières décennies, c'est que ce ne sont plus seulement les économies individuelles, mais de plus en plus les organisations régionales qui deviennent plus performantes et plus efficaces en tant que médiatrices dans l'économie mondiale et la politique mondiale. C'est un élément que les BRICS doivent prendre en compte lorsqu'ils explorent le potentiel de coopération entre les blocs d'intégration régionale et les organisations régionales. Il ne s'agit pas seulement, par exemple, de la libéralisation des échanges ou d'autres thèmes, y compris d'ailleurs l'IA, qui pourrait être un sujet pour une plateforme de coopération non seulement entre pays, mais aussi entre blocs d'intégration régionale. Mais il s'agit aussi d'utiliser ce poids pour avoir un effet très important dans la résolution de certaines des questions et des problèmes clés auxquels l'économie mondiale et la communauté internationale sont confrontés aujourd'hui. Absolument. Yaroslav, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. J'attends avec impatience vos réflexions sur le sommet des BRICS qui aura lieu dans environ un mois. Donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver à ce moment-là. Pour nos téléspectateurs, je recommande vivement de consulter bricsPlusAnalytics.org. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à y jeter un œil, vous y apprendrez énormément. Yaroslav, merci d'avoir participé. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. J'ai vraiment essayé notre conversation. Merci beaucoup, Lena.